Bonjour à tous et bienvenue pour la capsule d'astrologie du mois de juillet 2018. Donc en ce moment on est encore au mois de juin, alors au moment où je fais la capsule, et on pressent déjà ce qui s'en vient avec la pleine lune de juin qui est très intense. On se rappelle que ce sera le grand moment où il y aura la conjonction Saturne sur la lune au moment de la pleine lune de juin. Donc on se rappelle de tout ce cycle de Saturne qui suit les pleines lunes, un moment assez spécial. Et voilà, donc on pressent déjà ça, on voit que Saturne a toute une influence, et cela, c'est l'influence de Saturne va se poursuivre pour le mois de juillet ainsi que pour le mois d'août. Parce qu'il y a un aspect tout à fait spécial qui est en train de se créer. Et au mois de juillet, déjà, on va vraiment le sentir. On ne le sent pas déjà au mois de juin, mais au mois de juillet, ça va vraiment entrer en considération. C'est le trigone Saturne en tout début de Capricorne. Il faut se rappeler que Saturne est en train de rétrograder en Capricorne. Il avait avancé jusqu'à environ 7-8 degrés, si je ne me trompe pas, en Capricorne. Et là, en ce moment, il est en train de rétrograder jusqu'au... il va se rendre au mois d'août jusqu'à 2 degrés et quelques en Capricorne. Donc là, déjà au mois de juillet, il vient déjà toucher les premiers degrés du Capricorne. Et en faisant ça, il va faire trigone à Uranus qui, lui, est en train de finaliser son entrée en taureau. Il faut savoir qu'il va ensuite rétrograder. Il va refaire un petit saut, un dernier petit coucou en bélier. Et ensuite, il va repartir en taureau. Donc là, lui, Uranus est à la fin de sa poussée d'entrée en taureau. Il va arriver à 2 degrés et quelques. Donc ça va former un trigone entre Uranus en taureau à 2 degrés et quelques et Saturne en Capricorne qui sera aussi à 2 degrés et quelques. Et ça, cet aspect-là, je le dis tout de suite, mais c'est un aspect qui va arriver au mois d'août 2018. Donc, mais déjà cet aspect, comme les deux sont en fin de course, il commence à être déjà très précis déjà au mois de juillet et on va le sentir beaucoup. On va le sentir beaucoup parce que Uranus va jouer un rôle très clé au mois de juillet 2018, ce mois de juillet qui vient, parce que il y a des éclipses qui vont se montrer au mois de juillet. Il y a une éclipse partielle solaire qui va arriver au moment de la nouvelle lune, à mi-mois, à mi-juillet. Donc on a cet aspect qui va arriver et ce n'est pas le plus important car la deuxième éclipse, c'est une éclipse lunaire totale. Et cette éclipse-là aura des aspects vraiment très puissants qui vont l'accompagner. Et c'est à ce moment-là qu'Uranus va jouer un rôle très 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 fort qui sera accompagné de Saturne avec le trigone. Hein. Donc cet aspect-là, déjà, on va le sentir beaucoup. Il est en train de s'installer. Donc finalement, ce qu'on peut voir, c'est la suite d'influences. On avait parlé au tout début de l'année que Saturne allait avoir une influence majeure en 2018 puisqu'il faisait son entrée en Capricorne, un signe où il gouverne. Il faut savoir que Saturne en Capricorne est très fort, il amène beaucoup de structure. Donc, on se rappelait que déjà Saturne allait avoir un rôle majeur. Et bien là, on a vraiment la preuve et c'est vraiment une suite d'aspects mois après mois où Saturne a tout un rôle vraiment clé. Et ça, donc, ça va nous parler de notre destin, de notre karma, des charges de notre incarnation, des conséquences de nos conditions extérieures. Qu'est-ce qu'elles vont amener? On travaille sur ça beaucoup. Et là, avec juillet-août, avec Uranus qui va dynamiser le Saturne, qui est aussi actif, qui suit les pleines lunes, et là, comme c'est en pleine lune qu'on a les éclipses, hein, les éclipses, en tout cas, les éclipses lunaires. Donc, comme Saturne suit les pleines lunes, effectivement, il tombe éventuellement à un moment très actif, à un moment où il y a éclipse lunaire totale. Donc, vous voyez ce rôle de Saturne qui suit les pleines lunes, c'est vraiment pas anodin. Il y a vraiment cette connexion entre Saturne et la Lune se poursuit. Vous vous rappelez de la capsule sur les mystères de Saturne et la Lune. Je sais que la qualité du son était moyenne dessus, mais vraiment, elle est très importante. Je devrais même la refaire, je pense, mais bon, pour l'instant, on va garder ça. Voilà, donc un rôle vraiment clé de Saturne, relié à Uranus, donc qui amène le changement dans cette structure de Saturne. Et ça, c'est très fort, surtout que Uranus, lui, est en chute en taureau. Hein? On sait qu'Uranus est en chute en taureau. Donc l'impact qu'il a sur le Saturne qui lui gouverne en Capricorne, avec ce trigone qu'ils ont ensemble, est doublement fort parce qu'Uranus en taureau est un spécialiste de changer les clichés, de changer les formes établies.
Et là, on est en signe de terre. On vient vraiment changer des choses très, 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 très fortes, très profondes. Et on va rentrer plus en détail avec la pleine lune. Et ces autres aspects, vous allez voir, c'est incroyable. C'est vraiment un moment très, très important. Le 27 juillet, ce sera un moment très clé. Allons voir quand même tout d'abord les autres aspects du mois de juillet qui s'en viennent. C'est bien sûr l'éclipse solaire partielle au moment de la nouvelle lune. À ce moment-là, il y a Vénus aussi qui joue un rôle important. Vénus sera en trigone avec Saturne. Et le trigone Vénus-Saturne est très intéressant parce que parce qu'en fait, Vénus se retrouve en Vierge. Vénus en Vierge, déjà, à ce moment-là, elle n'est pas la plus épanouie, la plus exaltée, elle ne rayonne pas son parfum, sa beauté, sa lumière tellement. Elle va plutôt conserver la beauté, elle va tâcher de se relier à l'énergie de la Vierge qui va conserver la beauté, qui va conserver le précieux de Vénus, son brillant. Donc elle est un tout petit peu plus discrète, mais d'autant plus belle. On sait, c'est quelque chose qu'on sait très bien. Quand les femmes se dévoilent énormément et qu'on voit tout, par exemple, si on pense à une plage de nudistes, ben en fait, il y a très peu d'excitation. C'est comme si la beauté, oui, elle est là, mais la beauté n'est plus quelque chose qui va pénétrer le subconscient à un point tel que il y a de l'excitation dans l'air, etc. Quand tout est montré, tout est vraiment exposé, ça vient calmer la beauté de Vénus parce que comme tous les yeux le voient, comme ça devient quelque chose de normal, de naturel, on va dire, le petit spécial de la beauté devient moins intriguant, on va dire. Il pique un peu moins le subconscient. Il est présent, mais il a une touche tout à fait différente. Pour ceux qui ont fait l'expérience, vous comprenez très bien ce que je veux dire par là. Et par contre, quand on est en Vierge, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des récits des anciens temps, là, il y a quand même plusieurs années, alors que les femmes ne se dévoilaient pas du tout. Ils avaient toujours des longues robes et tout. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit que devant les marchés, devant les magasins, les petits marchés, les endroits comme ça, il y a des gens qui faisaient exprès d'avoir des petites flaques d'eau pour que les femmes qui passent devant soulèvent légèrement la jupe, voient pour dévoiler ne serait-ce que leur cheville, et ça faisait la journée des marchands qui étaient là, juste devant la cheville des femmes qui passaient par là. Donc tout ça, je le dis simplement parce que Vénus en Vierge, c'est un petit peu cette énergie-là qui va couvrir sa beauté, qui va garder le précieux sous un souci de garder le précieux de Vénus, cette beauté, cet amour qu'elle génère, elle va le garder, elle veut garder le précieux, donc elle va le couvrir, elle va le cacher un petit peu. Et c'est ça qui en fait le mystère le plus fort. Et c'est en fait un moment où Vénus, effectivement, elle n'est pas en train de briller pleinement. Par contre, elle a toute une force à captiver l'attention puisqu'elle garde son précieux. Son précieux est tout à fait fort, très actif. Et il a cette capacité à aller éveiller quelque chose chez les gens. Donc Vénus, à ce moment-là, très très forte, en fait, en Vierge. Elle n'a pas de position particulière en Vierge, mais quand même, elle est très forte. Et le trigone avec Saturne vient amplifier ce côté de protéger, de mettre des couches, de faire attention à sa Vénus, de ne pas trop la montrer. Donc c'est un moment où Vénus n'est pas au sommet de sa joie. Hein. On sait que quand elle ne se montre pas, elle se sent un petit peu restreinte, un petit peu limitée dans son rayonnement. C'est l'étoile du matin, Vénus, c'est celle qui brille le plus. Donc, elle aime bien briller. Donc, elle se sent un petit peu freinée dans son mouvement, mais, je le souligne, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'influence et qu'elle n'a pas une force d'attraction tout autant puissante et vraiment captivante pour le subconscient. Donc, elle prépare quelque chose là, de vraiment puissant à ce moment-là avec ce trigone avec Saturne. Au moment de la nouvelle lune et donc au moment aussi de l'éclipse solaire partielle du mois de juillet. Donc, voilà pour le trigone Vénus qui est en Vierge, Saturne en Capricorne. Maintenant, allons voir, il y a un autre aspect aussi. Jupiter en Scorpion, Mercure en Lion qui font un carré au moment de la nouvelle lune. Et ça, c'est sûr que Jupiter en Scorpion, là, il nous fait travailler beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on avait parlé de Jupiter en Scorpion l'an passé au moment de son entrée.
C'est un moment très fort. Jupiter vient travailler des choses vraiment profondes en nous. Il nous fait prendre pouvoir, encore une fois, il nous fait toucher ce monde du Scorpion qui va beaucoup plus loin. Il déclenche beaucoup de choses et je parlais à des gens qui le sentent très fortement et c'est vraiment un aspect important. Donc là, qu'il fasse un carré avec Mercure, on sait que Jupiter-Mercure travaillent très bien ensemble. C'est un petit peu de l'enseignant et l'étudiant. Donc il y a vraiment cette polarité entre Jupiter et Mercure. Le fait qu'il soit en carré, Mercure qui est en Lion, c'est un petit peu comme si l'étudiant veut se montrer. Et en plus, Mercure qui, lui, en tant que planète, tourne toujours autour du Soleil, d'être dans un signe comme le Lion au moment du mois de juillet. Il est dans ce feu, disons, solaire du mois de juillet, très 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 présent. Et il fait carré à Jupiter, ce qui est en Scorpion. Donc là, on peut sentir que Jupiter veut nous enseigner des choses qui sont très profondes, qui vont toucher le monde du subconscient, le monde du Scorpion, qui vont toucher les choses, les dynamiques de pouvoir, les dynamiques très 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 profondes. Et Mercure, lui, s'enflamme, est dans le feu de l'été et fait carré à ce Jupiter. Donc on sent vraiment une tension entre ce que on va dire ce que la vie nous enseigne, hein, et la vie peut passer par toutes sortes de personnes, mais disons ce que la vie nous enseigne et nous, en tant que Mercure, ce qu'on est capable d'en retirer, à quel point on est dans le feu de l'été, dans le feu du mouvement estival, des vacances, de toutes sortes de choses, dépendamment de nos vies. Donc il y a un petit carré, là, il y a une bonne tension, et c'est à ce moment-là qu'il y a éclipse de soleil partiel. Donc, au niveau de notre conscience, au niveau de notre héros, moi je dis toujours, hein, notre soleil, c'est vraiment notre héros, c'est l'endroit où on est conscient. Donc, c'est aussi l'endroit où on peut faire la différence, où on peut faire un choix conscient et qui va changer la donne de tout ce qui se passe de façon automatique, préprogrammée un peu dans nos vies, par notre subconscient, notre inconscient et tout ça. Donc, voilà, il y a une éclipse solaire partielle. Donc, c'est un moment où il y a quand même quelques tensions. Vénus, elle, ne brille pas trop énorme. Et puis Mercure, lui, est un petit peu en conflit là, avec Jupiter. Donc le côté apprendre n'est pas facile. On sent déjà une tension qui est en train de s'installer. Donc c'est une tension qui se place et on voit nos résistances surtout là pour cette éclipse-là, c'est vraiment Mercure qui résiste vraiment à Jupiter, qui veut nous enseigner des choses profondes, de l'eau des profondeurs. Mercure, lui, est dans le feu de l'été, du soleil. Donc, il vient résister à cette force-là et a un peu de misère à recevoir toute cette eau profonde de Jupiter. Par contre, le bon côté, c'est qu'on commence déjà à le sentir parce que qui dit tension dit attention. Donc du coup, comme il y a une tension, notre attention va se porter sur la chose et on va sentir en fait à ce moment-là l'énergie jupitérienne, l'énergie de Jupiter, qu'est-ce qu'elle veut nous apporter. Donc en fait, cette éclipse solaire partielle de mi-juillet vient vraiment nous montrer le rôle de Jupiter en Scorpion. Donc, si vous ne l'avez pas encore senti, ce sera un moment pour le sentir de façon tout à fait spéciale. L'accent va être mis sur ça. Surtout que Vénus, elle, se repose, se retire un tout petit peu. Donc, ça donne vraiment la place à Mercure de faire ce travail tout à fait spécial. Donc, voilà pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire partielle. Allons maintenant tout de suite à l'éclipse totale lunaire du 27 juillet. Donc là, déjà, j'avais déjà introduit le trigone Saturne-Uranus. Maintenant, ce qui s'ajoute à ça et ce qui est vraiment clé, c'est que, en fait, l'éclipse lunaire totale se passe au degré 4 donc du Verseau et du Lion. Donc la Lune se trouve en Verseau, elle est en conjonction avec Mars. Il y a aussi le nœud sud qui est pas loin, il y a la Lilith qui est pas loin. Donc il y a vraiment cette énergie Lune-Mars en conjonction qui sont totalement éclipsées, parce que le Soleil, lui, est donc à 4 degrés en Lion. Et du coup, la Terre est bien sûr entre les deux. Hein. Quand il y a une éclipse comme ça, c'est toujours le Soleil d'un côté, la Terre entre une éclipse lunaire. La Terre va être entre la Lune et le Soleil et va bien sûr éclipser la Lune. Et donc, il n'y a pas de lumière du Soleil qui va arriver sur la Lune alors que c'est une pleine Lune. Donc, c'est dans ces moments-là que ça peut arriver, toujours en pleine Lune. Les éclipses lunaires totales, les éclipses lunaires en fait. Donc, voilà ce qui se passe. C'est un moment tout à fait spécial parce que Mars est en conjonction avec la Lune à ce moment-là. Et il y a aussi le nœud sud qui est pas loin et Lilith. Donc, je sais pas si... Bon, le nœud sud vient représenter... En général, je ne travaille pas beaucoup avec le nœud sud.
Je peux travailler avec, évidemment, là, mais j'aime mieux rester simplement avec les planètes parce qu'il y a tellement déjà à aller chercher avec les planètes. Cependant, cette fois-ci, c'est très particulier parce que la Lune et Mars conjoints cachés de la lumière du Soleil, avec le nœud sud pas loin, ce qu'on ressent, c'est vraiment des tendances du subconscient très, 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 très vieilles. Et là, on est en Verseau, en plus. Donc, ça veut dire, le Verseau, c'est un signe qui est quand même très avancé, on va dire. C'est un signe qui travaille sur des notions qui sont très avancées, qui sont avec quel... le Verseau, en fait, vient introduire le sujet vraiment des égrégores, mais dans son sens le plus large. Ça veut dire que on va être conscient qu'en tant que personne, on travaille avec des égrégores. Des égrégores, ce sont des ensembles d'énergie qui vont rassembler des personnes. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a l'égrégore des adolescents. Hein? On parle souvent des adolescents. Eh bien, on peut dire qu'il y a l'égrégore des adolescents. Quand on a un adolescent, on fait partie de cet égrégore, de ce groupe de tous les adolescents de la planète. Et en fait, il y a des énergies, il y a des énergies qui vont toucher les adolescents comme tels et qui font partie de cet égrégore-là. Et donc, on va être sensible, on va avoir certaines portes ouvertes par rapport à ces entités-là, ces énergies-là, en fait, qui sont autour de nous et qui touchent ces égrégores de façon particulière. Donc, c'est important de prendre soin d'un égrégore, ça veut dire d'un groupe de personnes qui sont reliées par un facteur, par quelque chose de tout à fait particulier. Donc là, ce qu'on ressent avec le Verseau, c'est qu'on travaille avec ces énergies-là. On travaille avec le côté, on va dire, invisible qui unit des gens ensemble. Une chose comme ça qui est à la fois visible et invisible, ça va être les pays, par exemple, ou les partisans de quoi que ce soit. Quand on est partisan, quand on est patriote, quand on veut faire partie, partisan, patriote, quand on veut vraiment se rapprocher d'un groupe de personnes qui sont reliées par on ne sait trop quoi, en fait. Hein? Qu'est-ce qu'un pays? Est-ce qu'on connaît réellement notre pays? D'où est-ce que ce pays-là vient? Quelle énergie fait que ce pays-là reste ensemble et modelé de telle façon à un territoire assigné? Toutes ces choses-là, en fait, oui, il y a l'histoire qui explique certaines choses, mais il y a des énergies derrière tout ça qui vont beaucoup plus loin. Ben, tout ça vient toucher le signe du Verseau, qui, lui, connecte avec ces énergies qui vont beaucoup plus loin. Quels sont ces égrégores? Quelle énergie, en fait, ou quelle entité, ou quelle présence invisible, on va dire, vient travailler, que ce soit positif ou négatif, hein, il y a toujours les deux qui sont possibles. Donc, quelle énergie vient travailler avec un groupe de personnes reliées par un certain type d'égrégore? Hein? Et là, il y a des personnes qui sont sensibles à toutes sortes d'égrégores différents. Il y en a pour eux, les pays, ça va être très important. D'autres pour eux, ça va être un parti politique. D'autres pour eux, ça va être le côté environnemental, les environnementalistes, les écologistes, tout ce côté-là. Donc, il y a toutes sortes de choses là, qui vont être importantes pour nous. En fait, on est touché par différents égrégores qui sont en réalité la présence invisible qui regroupe ces gens ensemble. Ce sont des énergies. Hein. C'est vraiment pas quelque chose de logique qu'on peut comprendre. Évidemment, on peut l'expliquer en partie, mais vraiment la réalité d'une chose pareille, c'est vraiment une énergie invisible, une présence qui travaille avec des êtres pour faire un certain travail de nature différente, dépendamment des énergies en présence. Donc voilà. Donc le Verseau, lui, vient travailler directement avec ça, vient travailler avec notre conscience, de travailler avec ces énergies-là. Et c'est pour ça l'ère du Verseau qui vient rassembler tout le monde, parce qu'il travaille aussi sur l'égrégore de la planète Terre. Donc il vient travailler sur tous les égrégores, sur la réunion des personnes autour d'un ensemble, autour d'une idée en fait. Donc les idées nouvelles, les idées qui viennent rassembler les gens de façon particulière, c'est le Verseau qui vient travailler sur ça. Donc, en ayant la Lune, conjoint Mars, conjoint nœud sud qui est pas loin, et aussi la Lilith qui est pas très loin, qui amène tout aussi son réservoir de mémoire au niveau du vécu féminin, hein, dans la lignée, dans la généalogie, dans le monde, en fait dans l'histoire de l'humanité, tout le vécu relié au côté féminin, à la femme. La Lilith porte ça en partie, porte aussi d'autres choses, mais pour faire court, on va limiter à ça aujourd'hui. Et le nœud sud qui lui parle du passé, parle de, même pour ceux qui croient aux vies antérieures, parle des vies antérieures, parle même aussi donc des clichés qu'on va chercher de notre généalogie, hein, de ce qui vient de la généalogie du passé. Donc lui, le nœud sud vient refléter une partie de ça. C'est un endroit où on est relativement à l'aise puisque c'est connu, mais en même temps, il y a des charges qui viennent du passé. Donc, la Lune,
conjoint Mars. Mars, lui, dans tout ça, Mars-Lune conjoint. Hein. Ça, c'est une conjonction tout à fait particulière parce que la Lune représente notre imagination, représente notre réceptivité, représente notre féminité, mais dans son sens vraiment réceptif, dans son sens de prendre soin, dans son sens d'enrober, de chaleureusement prendre soin. Eh bien, ça, la Lune vient représenter ça, d'avoir Mars à cet endroit, en conjonction avec la Lune, ça amène quand même toute cette force, toute cette énergie. C'est comme s'il y a un moteur dans notre imagination. C'est comme s'il y a un moteur dans cette force de prendre soin, qui est en général très passive. Hein? On sait que la saveur de la Lune, si on pense aux saveurs de la Lune, ça va être insipide. C'est le fait qu'il n'y ait pas vraiment de goût. Non, mais c'est pas quelque chose de négatif en soi. Hein? C'est juste que c'est insipide, ça vient pas colorer les autres choses, ça va se marier avec beaucoup d'autres choses parce que ça prend soin, ça enrobe, ça va emmener une texture, ça va emmener quelque chose de nourrissant, mais ça va pas colorer le goût vraiment. Alors que Mars, lui, sa saveur, ça va être le piquant. Donc si on mélange Mars et Lune ensemble, eh bien, on voit que c'est deux énergies tellement différentes parce que Mars vient dynamiser cette force de l'imagination et tout ça en étant relié à des forces du passé, avec le nœud sud qui est pas loin, qui sont reliées à des égrégores, parce qu'on est dans le signe du Verseau, donc c'est notre conscience, notre travail avec des plus grands égrégores. Et tout ça, hein, toute cette énergie-là, c'est cette énergie-là qui, c'est à ce moment-là que la Lune ne reçoit plus en fait la lumière du Soleil. C'est à ce moment-là qu'il y a l'éclipse lunaire totale. Donc vous voyez un peu, il y a un moteur dans toute notre imagination, toute notre réceptivité à nos acquis du passé, nos réflexes accumulés du passé, reliés à des égrégores du passé. Et pendant ce moment-là, le Soleil cesse d'envoyer sa lumière. Et quand il y a une éclipse de lune totale, ce que ça fait, c'est que les entités, on va dire, ou les énergies reliées à la Lune, on va dire un peu du côté... parce que la Lune, hein, vous savez, il y a toujours un côté qui reste éternellement caché de la Terre. Parce que la Lune tourne autour de la Terre et en même temps, elle a sa rotation autour d'elle-même à la même vitesse, ce qui fait qu'elle montre toujours la même face à la planète Terre. Donc finalement, il y a un côté qui est toujours dans l'ombre. Et au moment de l'éclipse totale de Lune, eh bien, à ce moment-là, c'est comme si les énergies qui sont dans l'ombre, toujours, de notre imagination, de notre subconscience que représente la Lune, elles ont en fait accès à l'entièreté de la Lune. Donc elles viennent comme ça prendre place et montrer... c'est un petit peu comme une part d'ombre, on pourrait dire. Hein? C'est vraiment un moment où ces entités de la subconscience ont en fait possibilité de se montrer davantage qu'à l'habitude. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait spécial et pris dans ce que je viens d'expliquer sur cette conjonction avec Mars, le nœud sud et tout. Eh bien, ça fait que finalement, il y a vraiment des mémoires du passé reliées à des égrégores auxquels on était reliés il y a longtemps, qui peuvent vraiment se montrer, et il y a vraiment une charge là, très, 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 très forte à ce moment-là. Et c'est un moment, et c'est là que c'est beau, en fait, le trigone avec Saturne-Uranus, c'est un moment, en fait, pour régler ces choses-là, pour rectifier ces choses-là, pour leur faire face, mais d'une façon à changer notre destinée, à changer notre karma, à régler quelque chose d'une façon efficace, simple, faire face à la chose, donner l'énergie. S'il faut donner, on va payer, c'est correct. On va donner quelque chose, mais au moins, on va payer cette charge reliée à notre karma d'avant, reliée à ces égrégores auxquels on était reliés avant. Parce que Uranus, lui qui est en taureau, à 2 degrés, on sait que Lune, Soleil sont à 4, Verseau et Lion. Eh bien, Uranus, lui, à 2 degrés, fait carré avec ces deux, avec et la Lune et le Soleil. Et ce carré-là d'Uranus en taureau vient vraiment bouleverser ses habitudes. Hein? On se rappelle, Uranus en taureau est capable de changer des habitudes qui sont ancrées, qui sont taureaux, là, qui sont dans la matière, qui sont déjà dans le roulement des choses. Acquis, c'est complètement acquis, c'est une habitude hein, en taureau. Et là, Uranus qui vient bouger ça, il vient complètement bouleverser ce moment-là. Donc, ça veut dire de grandes tensions pour ceux qui sont sensibles, pour ceux qui ont un système nerveux délicat, fragile. Faites attention à vous quand même. C'est quand même clé là, à Uranus qui va brasser toute cette énergie-là.
faites juste attention, en fait. Reliez-vous au côté constructif du taureau, d'Uranus en taureau, que en fait, on fait un changement, c'est pour avoir une stabilité, c'est pour... Et en fait, le changement qu'on fait, on veut l'établir, on veut l'ancrer, on veut qu'il dure après plusieurs années, 84 ans, jusqu'à ce qu'Uranus revienne pour rechanger tout ça. On veut que ça dure, ce changement-là. On veut quelque chose de beau, de constructif, d'apaisant, qui fait du bien, comme un paysage vert, comme on a maintenant en ce moment, en tout cas ici au Québec. Donc voilà, reliez-vous à ce côté-là qui fait du bien du taureau. Apaisez votre système nerveux par des images justement généreuses du taureau. Uranus s'y trouve, c'est correct, elle va amener aussi cette énergie-là. Cependant, il se peut vraiment qu'il y ait des charges assez lourdes qui soient mises en jeu au moment de cette pleine lune de juillet. Je le répète, un moment vraiment clé parce que Saturne, lui, hein, je rappelle, fait trigone à Uranus, qui lui fait carré à la conjonction Mars, Lune, nœud sud. Et il fait aussi carré au Soleil en passant, évidemment, puisqu'ils sont en opposition. Donc, le Saturne fait trigone à Uranus, donc en signe de terre, hein, ils sont très très forts et c'est pas tout à fait l'apogée de ce trigone-là qui va se dérouler lui plutôt au mois d'août, mais quand même on le sent déjà très fort et c'est pour ça que Saturne étant impliqué, c'est pour ça qu'on a le potentiel de changer quelque chose qui va vraiment toucher notre destinée, qui a vraiment une portée à long terme. Parce que ce trigone entre Uranus et Saturne, ça veut dire Uranus travaille main dans la main avec Saturne qui lui gère notre karma, gère les conséquences du passé, les conséquences de nos conditions d'incarnation, etc. Donc là, vraiment un moment clé, je le répète. Et en même temps, un dernier petit clin d'œil, il y a Vénus qui fait trigone à Pluton. Vénus qui, elle, se trouve toujours en Vierge, et là, elle fait trigone à Pluton. Donc c'est très intéressant avec ce qu'on a mentionné avant au moment de la nouvelle lune. C'était vraiment une préparation pour Vénus, pour la pleine lune, qui est vraiment le moment clé du mois. Elle avait déjà ce trigone avec Saturne au moment de la nouvelle lune. Maintenant, Vénus a avancé et se trouve beaucoup plus loin dans le signe de la Vierge. Et maintenant, on fait trigone avec Pluton. Et donc, ce côté précieux qu'on avait préservé, qu'on avait appris à recouvrir, qu'on avait appris à faire attention avec le trigone avec Saturne au moment de la nouvelle lune, maintenant, on fait trigone avec Pluton. Donc, on va toucher le précieux à ce moment-là. Avant, on le recouvrait, on prenait soin, on tâchait de le rendre peut-être un peu intriguant, mais moins exposé. Et là, au moment du trigone avec Pluton, on va le sentir. Parce que quand on protège quelque chose, quand on garde une énergie un certain temps, à un moment donné, elle va fleurir. C'est un petit peu comme quand on met une graine en terre d'une fleur magnifique, surtout quand c'est Vénus, si c'est une fleur. Eh bien là, après un certain temps, elle est en terre, en plus sans Vierge. Donc, ce sont des signes de terre, Capricorne aussi. Donc, la graine va comme ça se développer. À un moment donné, elle va fleurir, elle va donner son nectar, elle va offrir son précieux. Donc c'est très spécial, hein? Parce qu'on va mettre une graine en terre, donc on va la cacher, on va cacher le précieux et tout. On va prendre soin, on va recouvrir de terre, on va recouvrir d'eau, on va recouvrir de tout ce qu'il y a besoin pour que ça pousse. Et au moment du trigone avec Pluton, on va toucher le précieux. Ça veut dire qu'au moment de cette éclipse lunaire totale, de ce carré Uranus à la conjonction Mars-Lune, nœud sud en Verseau, à ce moment-là, Vénus, elle, fait trigone à Pluton. Donc, on va sentir le précieux de quelque chose de très doux en nous, comme justement la fleur d'une plante. C'est son organe sexuel, hein, la plante, sa fleur. Et c'est vraiment la partie, je dirais, la plus délicate, aussi la plus éphémère, qui ne reste pas tellement longtemps pour une plante. Donc, c'est quelque chose de très délicat, de très doux, qui sent bon, qui est beau, qui est coloré, qui donne même un nectar sucré, donc qui est nourrissant, qui brille par sa beauté, par sa fraîcheur. Et donc, à ce moment-là, on va sentir ça en nous. C'est quand même pas un moment de l'exposer, surtout pas en fait avec l'éclipse lunaire totale, hein, mais par contre de le sentir en nous, de sentir ce précieux, de sentir qu'il fleurit. Donc, il va y avoir deux pôles. Il y a cette énergie-là au niveau de notre système nerveux qui va être très demandant avec le carré Uranus à la conjonction Mars-Lune et nœud sud avec l'éclipse. Donc vraiment chargé au niveau comme ça du système nerveux. Donc il s'agit vraiment de changer ces clichés par rapport à toutes les égrégores auxquels on est relié, surtout du passé. Donc vraiment fort, et ça c'est une occasion à ne pas manquer, et je pense qu'on va tous le sentir.
Et de l'autre côté, il y a ce précieux qu'on va sentir, cette Vénus qui donne une fleur en nous et qu'on va sentir le précieux de ça. Et donc de protéger la fleur en nous par rapport à tout ce brouhaha de ce travail sur les anciens égrégores, en fait. Ça, c'est vraiment clé. Et pour se relier à ça, il faut se rappeler, placer dans notre tête, dans notre senti aussi, hein, dans notre corps entier, placer Uranus en taureau comme étant relié à un changement qui ancre une stabilité nouvelle pour l'avenir. Donc c'est sûr qu'au moment du changement, c'est déstabilisant, mais en même temps, juste sentir, être bien conscient qu'on est en train de mettre des nouvelles bases pour se relier à des égrégores qui vont être plus doux, qui vont être plus paisibles, qui vont être plus beaux et qui vont respecter davantage notre fleur intérieure par rapport à notre Vénus, ce précieux qu'on a protégé. Voilà, je pense que ça conclut cette capsule du mois de juillet 2018. C'est un mois à ne pas manquer qui va être très intéressant. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre. Des fois, ça me prend un bout de temps parce que je suis très occupé. Par contre, je vais toujours le faire dès que je peux. Et puis, bien sûr, likez, partagez, et puis abonnez-vous si vous pouvez, puis aussi activez la petite cloche des notifications, parce que c'est comme ça que vous saurez quand est-ce que je vais présenter la prochaine capsule. J'ai bien hâte de faire une capsule sur les mystères de l'astrologie. J'en ai plusieurs qui me trottent dans la tête. J'ai hâte de le faire. C'est toujours une question de temps, et j'espère pouvoir le faire bientôt. Donc, merci à tous d'avoir écouté, et à la prochaine!